Bonjour à tout le monde. Alors, je vais commencer tout d'abord par remercier les organisateurs du colloque qui me donnent l'opportunité de présenter ici un travail qui est, je pense, un peu original et qui est assez différent de ce qu'on a pu entendre jusque-là. Alors, comment est-ce que je passe? Ok, merci. Alors, avant de commencer, je voudrais aussi préciser que forcément, c'est le dernier jour du colloque, donc il y aura peut-être parfois des redites. Donc, je vais essayer de ne pas m'attarder sur les choses dont on a déjà parlé ensemble, évidemment. Voilà le plan de ma communication. Donc, je vais d'abord vous parler évidemment du lieu dont je proviens, c'est la Villa Gallo-Romaine de Malagne, en Belgique. Je vais vous parler du démarrage du projet concernant notre cervoise, des matières premières rapidement. Je vous parlerai aussi du bâtiment que nous avons consacré à la brasserie, avec une recherche récente concernant le touraillage. Ensuite, comment fabrique-t-on vraiment concrètement notre petite bière à Malagne. Je terminerai par les actions de médiation et les perspectives pour l'avenir. Ouais, alors, Malagne, l'archéoparc de Malagne, ou l'archéoparc de Rochefort, c'est le site d'une villa gallo-romaine du 1er siècle. Donc, nous avons un magnifique espace extérieur de plusieurs hectares où on va trouver du côté Pars Urbana les vestiges d'un imposant corps de logis d'une centaine de mètres de longueur. Ensuite, côté plutôt fonctionnel, on va avoir dans la Pars Rustica différents bâtiments agricoles et consacrés aux activités artisanales. Il y a plusieurs de ces bâtiments qui ont été reconstitués. Et puis, forcément, on est dans un environnement naturel, extérieur. Donc, on va avoir des prairies, des animaux, etc. Je vais revenir sur tous ces éléments-là. Au niveau géographique, on se trouve en Belgique, donc en Wallonie, donc la partie francophone. On est dans la région géographique de la Famenne, donc juste avant l'Ardenne. Et c'est une région aussi qui a des particularités géologiques puisque nous sommes en Calestienne, donc c'est une bande calcaire où on a notamment beaucoup de phénomènes de grottes, de choses comme ça. Donc voilà, parmi les composantes de Malagne, on peut les distinguer en trois pôles. Donc bien sûr, évidemment, nous sommes avant tout un site de patrimoine, donc avec des vestiges archéologiques visibles. On travaille beaucoup en archéologie expérimentale, il y a des reconstitutions et toutes des actions de médiation. On a depuis quelques années beaucoup travaillé sur le côté nature, donc voilà, c'est quelque chose qu'on met de plus en plus en avant. Donc on a voilà ce site naturel qui est très riche. On travaille en tout cas sur les thématiques de l'élevage, la production au niveau du jardin, les vergers, etc. Donc tout ce qui est production, on va dire domestiquée, mais on a aussi des zones plus naturelles avec la lisière de la forêt. Voilà, donc il y a beaucoup d'éléments qu'on peut mettre en avant. Et enfin, le dernier axe sur lequel on travaille, qui est évidemment un peu moindre, c'est le côté culturel. Donc, on a l'opportunité d'accueillir des artistes, de travailler de proposer Malagne comme lieu de rencontre pour des personnes qui vont faire des contes, qui vont faire du théâtre, de la musique. Voilà, donc on est aussi un lieu d'accueil pour toute une série de personnes et on travaille aussi beaucoup en partenariat avec d'autres institutions culturelles. Alors, je vous montre ça en image. Donc, voilà les vestiges du corps de logis. Donc, c'est une villa qui a été fouillée à 2 reprises. D'abord à la fin du 19e siècle déjà. Donc, on a pu dégager le corps de logis principal et établir un plan général de l'ensemble. Et puis, vraiment, la campagne de fouille qui a permis vraiment de bien analyser toutes les structures. Ça s'est passé à la fin du 20e siècle, dans les années 92 à 98. Voilà, donc il y a des bâtiments qui sont reconstitués avec malheureusement des matériaux modernes, mais on a vraiment 2 bâtiments principaux qui sont la grange et la forge. Et puis il y a des structures plus légères en torchis ou en pisé qui agrémentent le site et qui nous permettent évidemment d'avoir des lieux pour accueillir le public, puisque vraiment notre raison d'être principale,
c'est d'être ouvert au public depuis 1996. Et voilà, donc on a environ 15 000 visiteurs par an et principalement des écoles qui viennent nous voir pour découvrir la vie à l'époque gallo-romaine. Je vous ai mis une photographie, non, si je fais ça. Voilà. Voilà, merci. Donc, de notre travail sur l'archéologie expérimentale, donc on travaille surtout sur la thématique de la moissonneuse. Donc, on a la chance d'avoir une reproduction de cet outillage et de travailler vraiment avec un âne, avec une moisson et de réaliser l'expérience aussi en présence du public. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est aussi passionnant comme étude. Donc voilà, je vous montre le corps de logis. Donc, c'est un corps de logis très, très long. Oui, c'est ça, tout à fait. Construit en plusieurs phases, on construit vers la deuxième moitié du 1er siècle. Et il a été en activité jusqu'au 3e siècle, donc on a des traces d'un incendie, donc il a été par la suite abandonné. Et la ferme a continué à travailler, en tout cas pour les activités plus artisanales, jusqu'au tout début du 5e siècle. Voilà le côté nature, donc on travaille aussi à la reconstitution d'un jardin. Donc on a un magnifique jardin de plantes romains, on va dire, qui se base sur les écrits des auteurs latins. On travaille avec de l'élevage, donc on essaie de montrer aux gens ce que pouvaient être les races des animaux de l'époque. Donc il y a tout un travail de recherche au niveau des races qui sont présentées, donc des chevaux, on a des moutons, des poules, enfin voilà, on a vraiment tous les animaux de ferme de l'époque. On a aussi des espaces plus naturels et je vous l'ai dit, on travaille aussi sur la mise en valeur de ces éléments avec notamment la mise en place de modules pédagogiques sur les aspects de la faune et de la flore du site. Au niveau culturel, très rapidement, donc voilà quelques images de ce qu'on peut trouver à Malagne. Donc on a des installations artistiques contemporaines qui sont surtout des sculptures d'arbres, donc qui sont là pour un petit peu interpeller le visiteur et aussi créer des dialogues entre le côté antique et le côté contemporain. On propose aussi des expositions temporaires de petite ampleur. En fait, on n'est pas un musée, on n'a pas de collection, on n'a pas vraiment d'espace pour pouvoir accueillir des expositions temporaires proprement dites. Mais voilà, on essaie quand même d'apporter de la nouveauté et du renouveau dans ce qu'on présente. Voilà, donc très rapidement ce qu'est Malagne. Maintenant, évidemment, nos objectifs en tant qu'association, KSBL, il est multiple. Donc, on a 4 missions principales. On va travailler sur la protection des vestiges qui nous sont confiés, toutes les questions de restauration. Donc, on a un site qui est à l'extérieur, donc on a des difficultés d'entretien, de maintenance de ces vestiges, forcément, avec les conditions climatiques belges. C'est pas toujours évident. On travaille beaucoup sur la valorisation, vous l'avez compris, de toutes les richesses du domaine. On a un côté de recherche scientifique, c'est évidemment pour ça que je suis là aujourd'hui et c'est ce dont je vais vous parler plus en détail. Et alors, un volet très important pour nous, c'est la médiation. Donc, tout ce qu'on va faire dans nos recherches, on va essayer de le transmettre, évidemment, au public d'une manière ou d'une autre. Ça aussi, j'y reviendrai aujourd'hui. Alors, on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Donc, l'idée de faire une bière, de faire une cervoise à Malagne, elle remonte déjà au début des années 2000. Donc, à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'il y avait un peu un manque. Donc, on n'avait pas vraiment de représentation réelle de la fabrication d'une bière ancienne de l'époque gallo-romaine. Donc, la volonté, c'était vraiment de mettre en place ce projet pour, je cite, compléter la représentation dynamique de la vie quotidienne, de la culture et des techniques à l'époque gallo-romaine dans la région et même sur l'étendue de l'ancienne Gaule. Donc, pour ce faire, on n'a pas démarré non plus vraiment de nulle part. On a sollicité de l'aide et on a consulté Philippe Voluet, qui est historien de la bière et qui a fondé le musée de la bière de Stenay, si je ne me trompe pas. Oui. Voilà, donc quelqu'un qui forcément s'y connaissait sur le sujet et il a réalisé une étude globale sur Malagne, sur l'environnement brassicole à l'époque antique autour de Malagne et même de manière un peu plus générale sur la bière qu'on pouvait trouver aux périodes anciennes en Europe. Donc, il va vraiment nous faire une synthèse, on va dire c'est comme ça, des raisons pour lesquelles la bière s'est vraiment développée dans la région de Malagne.
Donc, on va vraiment trouver finalement tous des facteurs qui sont propices à l'adoption de cette boisson, au développement de cette boisson chez nous. Donc, on a vraiment un territoire qui s'y prête avec la présence de forêts. Donc, on va pouvoir passer à une bière qui va être cuite. Donc, on va pouvoir travailler avec le touraillage, avec les brassins, puisqu'on a une abondance de forêts dans nos régions. On a un climat qui est favorable. Il y a la présence de l'eau, il y a la présence de terres arables qui permettent de faire pousser les céréales. Donc, on est vraiment dans un contexte à partir du néolithique qui est vraiment là pour favoriser la production de cette boisson. Et puis, évidemment, il va recentrer son propos autour de Malagne et nous faire une analyse plus poussée. Et il va vraiment mettre au point une première recette et un premier process expérimental. Donc, évidemment, là, on est au niveau de la théorie et c'est ce qui va nous permettre de commencer les expérimentations sur le terrain. Alors, très rapidement et de manière très simplifiée, faire une bière pour l'Antiquité, c'est compliqué. On l'a bien vu au fur et à mesure des communications. Donc, je reviens pas en détail, mais quand même quelques petits points pour vous rafraîchir la mémoire. Donc, au niveau des textes antiques, il y a des mentions de bière, mais c'est assez sommaire. Donc, on sait que, bien sûr, elle était consommée, etc. Mais justement, on est plus dans un esprit de présence. On va citer les types de bières, on va voir qu'on la consomme, mais nous, on est dans une optique évidemment de terrain. Donc, comment la produire, quelles sont les étapes, quels sont les ingrédients, les temps, etc., les températures. Forcément, toutes ces données-là ne sont pas présentes. On a parlé de toutes ces questions avec la communication de Christophe Badel, qui a bien évoqué le sujet. Pourquoi est-ce que les auteurs qui finalement forment une élite intellectuelle n'ont pas parlé de la bière? Je vais pas revenir sur toutes ces questions passionnantes. Au niveau de l'iconographie, c'est aussi assez compliqué. Donc, il y a des représentations qui nous laissent penser qu'on est en présence d'une fabrication de bière, mais peut-être que finalement, dans le tonneau, ça pourrait être du vin, ça pourrait être une autre denrée alimentaire. Donc là aussi, il faut prendre tout ça avec beaucoup de recul. Et enfin, dans les fouilles archéologiques, souvent, on a plutôt aussi la présence de gobelets à boire, par exemple, donc de traces de consommation. Et au niveau vraiment des structures de production de la bière, c'est assez compliqué. Ici, je vous ai mis un exemple. C'est le bâtiment qu'on identifie comme étant une brasserie le plus proche de la villa de Malaigne. Donc, c'est la villa gallo-romaine de Ronchine, qui est un site du 3e, 4e siècle après Jésus-Christ. Donc, on est à une quarantaine de kilomètres du site de Malaigne. Donc, on est vraiment dans la même zone géographique. Donc là, on a une analyse de cette villa qui a été fouillée au 19e siècle, en 1894, où là, on a vraiment quand même des éléments qui nous laissent penser à une production de bière. Donc, il y a une zone vraiment plus consacrée au maltage, où on a une base d'une maçonnerie qui pourrait être une cuve à tremper. On a une zone qui pourrait servir à la germination. Et puis, dans une deuxième partie du bâtiment, on va avoir une cuve matière, une chaudière et une zone surélevée qui pourrait servir au refroidissement pour la fermentation ou bien à stocker des tonneaux. Donc voilà, on est quand même dans un contexte assez propice, en tout cas, à une activité de bière. Il y a une touraille, mais elle se trouve assez loin. Elle est à une cinquantaine de mètres de la brasserie proprement dite. Donc Philippe Olluet, dont je vous ai parlé, a réexaminé ce site au moment de l'étude de Malaigne et il a relevé quand même quelques petits points d'interrogation. Donc justement, la distance avec la touraille, c'est assez éloigné. Il n'y a pas d'eau. Donc on a déjà évoqué évidemment que c'est un élément clé. Il n'y a pas spécialement d'espace de stockage des céréales qui a été identifié. Et alors, il y a une cave, mais pas dans la brasserie, dans le bâtiment d'habitation, et qui est vraiment de très petite dimension. Donc voilà, il y a quand même des éléments un petit peu perturbants, mais il conclut quand même qu'il devait s'agir d'une brasserie gallo-romaine. Alors, je reviens sur les matières premières. Donc là, je pense que là, on les a déjà citées de très nombreuses fois. Donc, je m'attarde sur les spécificités dues à notre contexte. Alors, au niveau des céréales, bien sûr, c'est la base du travail concernant la bière. Donc, on a déjà Pline qui nous parle bien de la macération des grains. Donc, là-dessus, évidemment, pas vraiment de débat possible. On travaille à Malaigne avec de l'orge. Donc, on a une zone de champ expérimental où on fait pousser vraiment des céréales. Donc, ici,
On a déjà fait pousser de l'orge, vous avez un exemple ici. Maintenant, on n'avait à l'époque pas la possibilité de malter, donc on n'a jamais vraiment produit de l'orge pour faire de la bière directement. On travaille plutôt avec l'épeautre, donc c'est la céréale locale voilà, qui est bien adaptée à l'acidité du sol qu'on peut trouver sur le site. Et c'est aussi une céréale qui est très importante puisque c'est celle qui fonctionne avec la moissonneuse. Donc voilà, le travail expérimental qu'on peut faire sur cet élément-là est vraiment lié à la céréale de l'épeautre. Donc on part plutôt sur l'orge, on sait bien que c'est la céréale qui fonctionne le mieux, donc on met quand même aussi un peu toutes les chances de notre côté. Et puis c'est aussi avéré qu'il y avait de la culture de l'orge dans la zone autour de Malagne au niveau archéologique. Au niveau des épices et des aromates, donc je vous le dis, on a la chance d'avoir un magnifique jardin très complet. Donc on a environ 300 plantes différentes dans ce jardin, donc qui est présenté sous la forme d'un jardin mosaïque. Donc là, on va retrouver une classification des plantes suivant leur utilité. Et on a un parterre qui est vraiment dédié aux plantes brassicoles. Alors, elles sont très nombreuses, évidemment, et on se base sur les écrits principalement des agronomes de l'époque. Donc, on a des récits assez détaillés de Pline, de Columelle, de Palladius. Voilà, on a tous ces écrits-là qui nous renseignent sur les plantes et on a un agronome qui travaille vraiment sur le sujet de manière très précise. Alors, les plantes utilisées en brasserie, comment les identifier, comment être sûr qu'elles étaient utilisées en brasserie? Ben voilà, évidemment, c'est une question assez complexe pour cette époque-là, puisqu'on n'a pas les écrits comme on peut l'avoir au Moyen-Âge. Donc, on a toute une série de plantes potentielles qu'on peut utiliser. Donc, elles sont très variées. On va utiliser la corde, on va utiliser le cumin, les épices. Voilà, il y a plein de possibilités. On va travailler avec de l'absinthe, avec de la sauge, du laurier, de la nette. Enfin, voilà, on a vraiment une belle liste et beaucoup de possibilités, puisqu'évidemment, on peut combiner un petit peu à l'infini toute toutes ces plantes pour vraiment créer des palettes aromatiques très variées. Il y a aussi des plantes qui ont des propriétés antiseptiques qui vont être importantes, parce que quand vous allez voir les conditions dans lesquelles on brasse, ben forcément, il faut aussi penser à ces éléments. Alors pour l'eau, ben, c'est l'eau de source de Malagne, hein, voilà, c'est l'eau locale. Pour les levures, on va travailler avec des levures soit de bière, soit de boulangerie. Donc, on a eu la chance pendant plusieurs années d'avoir de la levure de l'abbaye d'Orval. Je reparlerai un petit peu de la fermentation plus tard. Donc, on sait qu'à l'époque, forcément, ben, la levure, ça reste un élément un peu mystérieux, donc qui n'a pas été identifié évidemment chimiquement. Ça viendra bien sûr beaucoup plus tard. Mais on a quand même déjà une connaissance, je veux dire, un peu intuitive de la levure, du pain qui est levé. Donc ici, je vous ai mis un extrait de Pline qui parle évidemment qu'on peut récupérer l'écume des boissons. Donc, on a déjà vraiment un usage qui est quand même déjà très précis des levures. Concernant le miel, on fait des bières qui sont mielées, on fait des bières qui sont sans miel. Donc, on sait que dans les écrits, on parle de différents types de bières, donc la Servicia, la Corma, la Curvi. Donc, on sait qu'il y en a qui contenaient du miel aussi. Donc, ça dépend aussi des différentes classes sociales et les différents types de bières qu'on pouvait avoir. Alors, on ne produit pas directement le miel à Malagne. Ici, je vous ai mis quelques ruches, mais c'est plutôt pour la démonstration. Mais on a un projet récent de réintroduction de ruches. Donc, voilà, peut-être qu'un jour, on mettra notre propre miel dans nos bières. Un petit mot rapide aussi sur la question du houblon. Donc, généralement, quand on dit on fait une cervoise, ben, là, ah non, la cervoise, il n'y a sûrement pas de houblon. Voilà, on peut nuancer un petit peu en se disant, oui, on sait très bien que le houblon, ben, il est largement diffusé et il va devenir l'aromate principal à partir du Moyen-Âge. Ici, pour l'Antiquité, c'est une plante qui est déjà connue. Donc, Pline nous parle qu'on consommait le houblon sous la forme un peu de jeunes pousses. Donc, c'est un petit peu une friandise qu'on peut grignoter. Donc, nous, on a du houblon dans notre jardin. Donc, on a du houblon dans le potager parce que justement, c'est une plante qui est consommée. Mais on a quand même mis du houblon, je dois le dire, dans le parterre brassicole parce que finalement, la logique, c'est que si c'est une plante qui fait partie de l'ensemble des possibilités, pourquoi est-ce qu'on n'aurait jamais mis de houblon? Voilà, la question évidemment reste en suspens. Donc je vous ai mis voilà notre petite récolte qui est
très modeste, bien sûr, mais voilà, hier, on a eu la chance de mettre la main dans le logo. Voilà, comme ça, je vous laisse vous souvenir de ce moment sensoriel. Alors, je passe maintenant à la brasserie dans le sens bâtiment, construction. Donc, pendant tout un temps, on n'avait pas vraiment d'espace dédié à la brasserie. Donc, notre matériel expérimental était un peu stocké de manière un peu négligée, on va dire, dans une petite zone, vraiment dans un espace très éloigné de la zone d'accueil du site. Et puis, voilà, il y a quelque temps, on s'est dit, tiens, ce serait quand même bien de mettre plus en valeur notre travail expérimental sur la bière. Donc, en 2020, on a décidé de faire un bâtiment pour présenter tout ça. Alors, ce n'est pas un bâtiment qui est lié à une découverte archéologique sur le site, donc on ne reflète pas, comme on peut avoir à Longines, par exemple, une réalité archéologique. Donc, c'est un bâtiment qui est en dehors de la zone archéologique du site et qui finalement a plutôt une vocation, voilà, je vous l'ai dit, d'évocation, un rôle pédagogique où on va pouvoir avoir tout notre matériel et vraiment présenter au public comment on faisait la bière à partir des matières premières jusqu'à la fermentation. Donc voilà, vous avez quelques étapes de construction. Donc on travaille avec des matériaux légers, c'est du crayonnage, c'est du torfil. Voilà, on est avec la brasserie terminée ici. On l'a mise attenante à la boulangerie, donc la zone ici, pardon. Voilà. C'est une construction préalable, c'est la boulangerie, et juste derrière se trouve le jardin. Donc on est quand même dans une logique, on va dire, au niveau des matières premières qui est peut-être un peu cohérente, mais il n'y a pas d'eau disponible dans cette zone-là. Donc voilà, on n'est pas dans une réalité de production réelle possible. Je voulais dire un espace plutôt pédagogique, donc on a mis toute une série d'explications sur la bière depuis les temps anciens et sur la production spécifique à Malagne, et on présente les matières premières. À l'intérieur, on va trouver tout le matériel expérimental que nous utilisons et que je vais vous décrire un peu plus par la suite. Donc, on a une mini maquette de l'aire de germination. Donc, c'est vraiment 1 mètre carré pour pouvoir avoir un support quand même pédagogique pour pouvoir expliquer évidemment cette étape fondamentale de la production. On a un poulain à main de très petite dimension. Il y a une petite tourelle, je vais aussi vous en parler de manière plus détaillée. Nous avons un filtre en osier, des chaudrons, des tonneaux et des bacs de brassage. Voilà, rien de bien exotique. Je vous parle un peu plus en détail de la touraille. Donc, c'est une recherche vraiment récente qui est liée évidemment à la construction du bâtiment. En fait, à Malagne, il y a une structure archéologique qui pourrait quand même se rapprocher d'une activité brassicole. C'est la fameuse structure que vous voyez là, qui a été trouvée dans un bâtiment de la Pars Rustica du site. Donc, un bâtiment qui devait avoir une vocation utilitaire. Et on a cette grande structure qui est de forme rectangulaire allongée, donc elle fait 4,80 m sur 2,30 m. Et on sait que c'est une structure qui a servi à chauffer. Et voilà, l'interprétation majeure, je veux dire principale, c'est d'en faire un séchoir à grains, puisque voilà, c'est une structure qui a servi à chauffer. Alors, est-ce qu'elle n'a servi qu'à ça ou est-ce qu'elle a servi à autre chose? Bon, là, évidemment, le débat reste ouvert, mais l'interprétation a été quand même un petit peu orientée par une autre découverte. Donc, juste à proximité, il y avait une petite fosse dans laquelle on a trouvé des fragments de meules en silex et des céréales carbonisées. Donc là, on est quand même dans un contexte qui nous laisse penser à un travail sur les céréales. Cette structure a servi d'inspiration pour fabriquer une petite touraille dans notre nouvelle brasserie. Donc, c'est une construction qui est à l'échelle réduite, j'ai envie de dire, parce que voilà, la structure archéologique était quand même grande et donc ne rentrait pas dans le bâtiment que nous avions construit. Donc voilà, on a fait une structure plus petite, mais qui garde quand même une certaine idée dans les proportions par rapport à la structure archéologique. Donc on a une construction avec des moellons calcaires sur 3 côtés. Ce qui est compliqué, évidemment, c'était de déterminer la hauteur, l'élévation de la structure, parce qu'au niveau archéologique, on n'a pas de données, et alors on n'avait pas non plus d'informations par rapport à la sole. Donc, la partie horizontale de la structure, voilà, c'était assez compliqué. Et donc ici, on a fait un choix, on a installé 3 grandes dalles de pierre de schiste, qui, voilà, avaient une dimension quand même assez importante. Et pour la facilité évidemment d'usage, on a recouvert l'ensemble d'une couche d'argile pour vraiment faire une sole uniforme. Donc voilà ce que ça donne.
on a surélevé les bords pour pouvoir évidemment accueillir le grain et faire la zone de traitement avec des briques en torchis et pour assurer un tirage optimal. Donc, vous voyez dans la zone du fond, on a réalisé 2 petites cheminées qui sont simplement en colombant. Donc, voilà le résultat final de notre petite tourelle. Alors évidemment, elle était là, donc on a eu très envie, bien sûr, de faire une expérimentation là-dessus et d'essayer de faire nous-mêmes le maltage. Donc, c'est une expérimentation qui a eu lieu en novembre 2021. Et pour l'instant, on l'a fait qu'une seule fois. Donc, je vous présente quand même les résultats parce que voilà, je trouve ça intéressant, mais il faut prendre évidemment les réserves qui s'imposent puisque c'est une seule expérimentation. Donc, on a réalisé le trempage du grain, évidemment. Alors, je vais prendre mes petites notes pour les données techniques. Donc voilà, donc on a travaillé avec 13 kilos d'orge et on a ajouté au total 23 litres d'eau. Donc on a dû rajouter de l'eau au fur et à mesure de l'opération puisque le grain a gonflé et sortait du volume de l'eau. Donc on a dû réajuster le volume de liquide et l'opération a duré 50 heures, donc un petit peu plus que 2 jours. Donc à la fin de cette opération, les céréales avaient évidemment gonflé, donc on est passé à 23 kilos au niveau du poids de céréales et il restait seulement 8 litres d'eau. Ensuite, ces graines, on les a éparpillées sur notre petite zone de traitement. Donc ici, on a fabriqué une petite aire de germination dans une cave d'un bâtiment administratif. Donc là, évidemment, on n'est pas dans un bâtiment qui devait servir forcément à brasser. Donc, on fait un petit peu avec les moyens du bord. On n'a pas de zone sur le site archéologique où on aurait pu vraiment installer ce germoir dans des conditions contrôlées. Donc, vous voyez qu'il fait à peu près un bon 2 mètres carrés. Donc, on avait une surface de travail. Et alors, l'épaisseur des grains, on était aux environs de 2-3 cm d'épaisseur pour avoir étalé ces grains. La germination a duré plusieurs jours. Donc, la cave, elle était peut-être un peu surchauffée. Donc, on était quand même à 13-16 degrés. Donc, peut-être pas dans les conditions si optimales qu'on le souhaitait. Et alors, c'est une pièce qui est pas très aérée non plus. Donc, il y avait une toute petite fenêtre. Donc, on a essayé de ventiler au maximum, mais voilà, c'était pas spécialement évident. Et alors, on a eu aussi des contraintes de calendrier. Simplement parce que voilà, il y avait un week-end, donc on n'a pas su travailler exactement comme on le souhaitait, puisque au fur et à mesure de l'étape, on brassait, donc on mélangeait les grains au fur et à mesure pour essayer d'homogénéiser la germination. Donc au bout de 5 jours, résultat, la partie supérieure des grains, on a quand même une espèce de croûte assez sèche. Et dans certaines zones en dessous, on a eu parfois des parties où on avait vraiment une germination qui a fonctionné du tonnerre et on s'est retrouvé avec un germe parfois 2 à 3 fois plus grand que le grain, quoi. Donc vraiment une disproportion dans l'état de germination. Donc là, je pense que c'est une étape qu'on pourrait essayer de mieux contrôler et d'améliorer. Ensuite, le vif du sujet. Voilà le penseur version moderne, le brasseur penseur. Ben voilà, on a réalisé vraiment l'étape de touraillage. Donc là, à ce moment-là, notre grain est passé donc de 21 kilos au début de la germination, on est passé à 19,5 kilos, donc on a perdu un petit peu de volume. Et on a touraillé, donc on a commencé à 8 heures du matin, on a allumé le feu pendant un bon moment avant vraiment de commencer l'étape de touraillage. On a pris beaucoup de mesures, donc on a virtuellement divisé notre touraille en 12 zones et on s'est amusé à prendre des températures toutes les 20 minutes de chaque zone de la sole et aussi la température du grain. Donc on essayait de voir comment fonctionnait la montée en température. Donc le principe est finalement assez simple. Donc le feu, vous voyez, est un peu avant la structure. Donc le but vraiment, c'est que ça puisse chauffer, que l'humidité du bois puisse s'évacuer. Et donc progressivement, on a poussé les braises vers la chambre de chauffe pour que l'air qui s'engouffre soit un air particulièrement sec et chaud. Et puis avec un mouvement évidemment de tirage produit par les cheminées. Donc, le but, c'est que la chaleur puisse vraiment s'engouffrer et puisse ressortir à l'extrémité. Donc, pour faire
reconstitution, j'ai travaillé un petit peu avec Guillaume Huiterel qui a fait une analyse des différents types de séchoirs à grains. Il avait toute une typologie et il a eu aussi l'occasion de réaliser lui-même une expérimentation à Villejuif en 2017. Et là, il a travaillé sur un séchoir un peu différent qui a une forme en T avec des carreaux de céramique. Donc, on n'est pas tout à fait dans la même configuration, mais j'ai pu bénéficier de son retour d'expérience. Donc, au démarrage, on était en novembre, fin novembre. Donc, la sole, au début, on était qu'à 7 degrés. Donc, on est vraiment à l'extérieur. Donc, voilà, il faisait pas très chaud. Donc, la montée en température a été vraiment lente. Donc, je vous donne quelques données pour voir ce que ça pouvait donner. Donc, à 9h50, donc on a allumé à 8h. À 9h50 seulement, on a vraiment démarré l'étape de tourraillage. Là, la sole était à environ 15 degrés. On a commencé à mettre les braises progressivement sous la sole. À 10h30, le grain a commencé à fumer. Voilà, donc on voyait bien que voilà le processus a démarré. Vers midi, le grain était à une température moyenne d'environ 35 à 40 degrés. Donc là, l'objectif, en fait, de manière théorique, c'était d'arriver à avoir une montée de la température et une température moyenne de 30 à 40 degrés dans le grain. Et puis alors d'arriver à faire un espèce de coup de feu, donc une montée vers la fin de l'étape de tourraillage, environ 2 heures de pouvoir monter la température. Vers 14 heures, on a le grain qui a commencé à adopter une couleur un peu plus brune, un peu plus ambrée. On voit bien aussi que le germe a commencé à sécher. Vers 16 heures, on a un grain qui est aux alentours de 40-50 degrés. Donc ça, c'est vraiment, vraiment pas mal. Et alors, à partir de 17h20, là, on voit en fait que la partie avant de la sole, là, on a dépassé les 100 degrés. Donc, on a quand même pu avoir une température de la sole et à monter progressivement d'une vingtaine de degrés. On est quand même arrivé, vraiment la partie devant, évidemment, qui est plus chaude, on a dépassé les 100 degrés. L'opération s'est terminée à 18h45. Donc là, on a obtenu un grain bien. Oui, je ne vous ai pas montré ceci. Donc voilà, en cours de processus, on a brassé, on a mélangé au maximum les grains. Donc on est resté au moins à 2 personnes minimum pendant toute l'opération pour vraiment avoir un contrôle. Et alors, je vous ai mis une petite. Donc voilà, donc on a vraiment essayé d'uniformiser au maximum, justement dû à ces écarts de température. Donc la zone devant pouvait monter très fort, alors que parfois on avait 20 degrés de différence entre la partie avant et la partie arrière de la toile. On a aussi eu des différences entre le côté gauche et le côté droit. Donc, est-ce que c'est dû à la manière dont ça a été fabriqué, l'épaisseur des matériaux, ou le côté plus ouvert du bâtiment, le vent. Enfin voilà, c'est assez compliqué, mais on a essayé voilà de mélanger pour uniformiser l'opération. Voilà le résultat. Donc on voit bien que notre grain il a changé de couleur, il est bien ferme et bien dur, et le petit germe il est complètement roussi. Alors il tient toujours, il est toujours là. Donc il y aura une opération de dégermage à faire, mais on est quand même content. Je pense qu'on peut dire que l'opération a bien fonctionné. On est arrivé au niveau du volume, donc on est parti au début du tourraillage, on était à 19,5 kg et là, au poids final, on est à 13 kg 235. Donc finalement, c'est assez surprenant de se dire qu'on est revenu au poids du tout départ puisque on a commencé le trempage avec 13 kg d'orge. Donc en fait, pendant l'opération, ça a gonflé, voilà, et on est revenu au poids finalement de départ. On a fait faire un test d'humidité du grain. Donc, on a fait une mesure et notre grain a un taux d'humidité de 11,1%. Ce qui est quand même pas mal et qui correspond aux normes que nous avons consultées, donc les normes de la SINAGRA, Association professionnelle des négociants en céréales, voilà, qui nous disent qu'il faut que le malt soit en dessous de 14% d'humidité pour assurer une bonne conservation. Voilà. Ce malt, qu'est-ce qu'il est devenu? On l'a divisé en deux. On a fait un brassin avec la moitié pour tester et on a conservé l'autre moitié aussi pour voir un petit peu comment ça allait bouger. Alors voilà, ici j'ai clôturé donc cette partie vraiment d'expérimentation très récente et un petit peu inédite. Et puis là, je rentre vraiment dans une pratique qu'on a depuis beaucoup plus longtemps et qui a été testée de manière très fréquente. C'est vraiment la fabrication de la boisson. Alors, juste un petit coup d'œil sur les sources avant de démarrer le processus, puisqu'ici, on a un récit
qui finalement mentionne un petit peu toutes les étapes qu'on va pouvoir faire pour la production de notre cervoise. Donc, on parle de germination, on a humidifié, donc on a l'idée du trempage, on a le séchage. Donc voilà, on a quand même dans les sources, après évidemment c'est une source un petit peu indirecte puisqu'on est au 5e siècle par un espagnol, donc on n'est pas dans la même zone géographique. Mais voilà, on a quand même déjà une idée du processus, en tout cas dans les très grandes lignes. Et voilà, c'est cet élément-là évidemment qui peut aussi nous servir pour confirmer évidemment le bon déroulement de nos étapes, mais sans toutes les connaissances évidemment qui sont nécessaires quand on est sur le terrain et il faut vraiment y aller. Alors, le processus initial, donc, c'est la première recette, la première procédure que nous avons expérimentée due à l'analyse de Philippe Bouvier. Donc, le concassage est réalisé, alors, à la main, ça c'est un petit peu pour le show. Donc, quand on fait les explications, quand on fait les démonstrations, bien sûr, on montre le moulin à main. On en a un petit peu plus grand dans le bâtiment agricole. Mais voilà, évidemment, l'expérimentation, on a aussi un petit concasseur sur le côté qui est électrique et qui va nous faire le travail et qui finalement va nous donner le même résultat. Alors on fait un concassage assez grossier, je dirais, assez épais. Donc le grain, il est broyé évidemment, mais il est fendu, il est ouvert. Mais on ne va pas jusqu'à avoir une farine de malte comme on a pu voir dans la présentation de Mélania par exemple. On va pas aussi loin simplement parce que c'est pas adapté à notre système de filtration que vous allez découvrir plus tard. Donc, on garde un grain qui est quand même assez volumineux. Mais voilà, ici, on le voit, donc on n'est pas du tout dans la farine, on est quand même dans un grain broyé assez épais. Donc, on va faire l'empâtage dans un bac de brassage, enfin, dans un bac en bois. En fait, c'est un tonneau coupé, hein, voilà, un truc, un récipient assez simple. On va additionner de l'eau chaude qui est chauffée à environ 45 degrés et on va laisser reposer tout ça pendant environ 1 heure. Donc, on a un système de couvercle qui nous permet de fermer le bac. Ça permet évidemment d'avoir une déperdition moindre de chaleur, mais aussi d'éviter les petits nuisibles, les petites bestioles qui pourraient tomber dans le mélange. À ce propos, je n'ai pas encore précisé qu'on brasse à une période spécifique de l'année, donc on travaille généralement en automne-hiver, donc on va dire, entre octobre et février, aussi pour des raisons évidentes d'hygiène, de contrôle de la température. Donc voilà, c'est plus facile d'éviter les contaminations bactériennes dans ce genre de contexte. Voilà le brassage proprement dit. Donc on va mélanger le mélange grain eau pendant une quinzaine de minutes. Alors on a une pelle en bois, un genre d'espèce de fourquet qui s'inspire évidemment de ce qu'on peut trouver dans l'iconographie médiévale. Et puis petit à petit, donc le principe du brassage, c'est de faire des paliers successifs. On va ajouter de l'eau chaude sur nos grains et on va monter progressivement en température. Donc on était pour l'empâtage à environ 45 degrés. On va monter à 55 degrés. On va brasser pendant environ un quart d'heure. On va laisser fermer et on va attendre 1 heure. Ensuite, on va rajouter de l'eau à environ 60 degrés. Même processus. On mélange, on laisse reposer. Et puis, on va ajouter la dernière trempe. On va ajouter de l'eau qui est presque à 70 degrés. Évidemment, tout ça permet, on l'a expliqué déjà à de multiples reprises, de pouvoir casser la molécule de l'amidon et de pouvoir avoir accès au sucre fermenté. Filtration. Alors, la filtration, on a un système voilà, qui est ce qui est. Donc, c'est un cône en osier tressé dans lequel il y a un tissu et on va venir à la louche verser la préparation dans ce cône, ce qui nous permet évidemment de séparer le liquide des greffes qu'on va pouvoir recycler par la suite. C'est un système voilà qui est un petit peu qui est très empirique évidemment. On pourrait le modifier. Donc ici on est en discussion pour le moment avec les collègues de voir si on pourrait pas faire quelque chose de plus conique pour avoir un peu l'effet d'un galet, donc un gâteau de céréales comme on peut avoir dans les brasseries modernes, dans les procédés actuels. Voilà donc je pense qu'il y a des tests aussi à faire à ce niveau. Ensuite, on va passer à l'ébullition. Donc, on va chauffer le jus pendant environ 2 heures. C'est l'ébullition. Ça permet aussi de stériliser le mélange, donc ce qui forcément n'est pas négligeable. Et c'est à ce moment-là, vous le savez, on va ajouter les aromates dont j'ai déjà parlé.
à des périodes différentes, évidemment, suivant ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut avoir une boisson plus amérisante? Est-ce qu'on veut avoir une boisson plus florale, plus aromatique? Bon, là, vous connaissez tout ça mieux que moi, sans doute. Enfin, oui, vous connaissez ça mieux que moi. Donc voilà, on va faire notre mélange à ce moment-là et faire la décoction des plantes. Puisqu'on a ajouté des matières solides, on va refiltrer une deuxième fois pour éliminer tous les éléments qui ont été ajoutés. Et puis, on va pouvoir mettre tout ça en fermentation. Donc, on va mettre le mou qui est encore chaud directement dans le tonneau. Donc, ça permet aussi un peu de le stériliser. Et puis là, on n'a pas vraiment actuellement de méthode de refroidissement. Donc, on va laisser simplement le mou redescendre à une température ambiante avant de procéder à la mise en fermentation. Donc, souvent, on attend le lendemain. Et là, on va pouvoir ajouter la levure. Et on ajoute aussi éventuellement le miel qui a aussi évidemment comme propriété de pouvoir augmenter le taux de sucre et donc de pouvoir favoriser la fermentation. On est sur une fermentation de type haute, évidemment, à l'époque. Voilà. Pour les besoins de l'expérience et pour avoir un contrôle quand même un petit peu scientifique de ce qui se passe, on utilise différents thermomètres. Enfin, voilà, on prend des mesures très fréquentes, ce qui me permet évidemment de pouvoir vous donner le graphique qui est là. Donc, on se demandait récemment qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire du thermomètre sans contact qu'on utilisait pour le Covid pour vérifier la température des visiteurs. Mais maintenant, il nous sert à vérifier la température du brassin. C'est quand même plus agréable. Voilà, rien ne se perd. Voilà, en très résumé, le procédé, donc la chaîne opératoire de notre production, depuis vraiment les tout débuts, je vais dire jusque 2019. Et puis là, on avait envie d'un petit peu de renouveau. Et donc, on a eu des contacts avec des brasseurs contemporains qui nous ont un petit peu soufflé dans l'oreille. Mais pourquoi est-ce que vous ne feriez pas un brassage un petit peu plus simple dans l'idée d'avoir quelque chose de plus intuitif qui pourrait peut-être plus coller avec ce qu'on pouvait faire à l'époque? Donc ici, on a un petit peu changé notre méthodologie. Donc on va réaliser les premières étapes comme précédemment, mais au niveau du brassage, on va faire une montée en température directement sur le feu, ce qu'on a appelé la chaude directe, et on va faire voilà plutôt une espèce de progression continue de la température. Donc on a un brassage du coup qui est plus rapide. Et on va démarrer à une température d'environ une soixantaine de degrés et on va monter jusqu'à 78 degrés, voilà, pour avoir cette opération. Ça implique aussi qu'il y a une plus grande évaporation du liquide, puisqu'on va chauffer beaucoup plus. Et donc là, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on va rincer les drèches et on va remettre le volume d'eau dans le brassin principal pour avoir quand même un volume plus important. Donc la première fois qu'on a fait l'expérience, c'est un petit peu fait piéger. Donc, à la fin, on a eu un jus super concentré. Donc, on a eu une bière hyper forte puisque forcément, ça a condensé le volume. Alors, qu'est-ce que tout ça donne finalement au final en dégustation? Donc, on a évidemment des bières très variées puisque on va travailler avec plein de mâles différents. Donc, on peut faire des bières brunes, on peut faire des bières blondes ou ambrées. Ça va varier aussi énormément par rapport aux aromates qu'on peut utiliser, aux mélanges qu'on peut faire. Après, il y a quand même des constants. Donc, on a une bière qui est très peu pétillante, hein, qui forcément n'a pas beaucoup de mousse, puisque la conservation de la pression est très aléatoire au niveau de la fermentation. Donc, elle est aussi un peu trouble. On a souvent une bière qui est au niveau du taux d'alcool, on est entre 4,6, 5,2. Donc, on a un taux d'alcool, on va dire, assez classique, mais c'est aussi un peu recherché parce qu'on fait déguster aux gens la préparation, donc qui viennent assister à nos démonstrations. Donc voilà, on est sur un produit qui est quand même assez, je veux dire, de consommation assez courante. Au niveau du goût, alors je suis pas du tout spécialiste, mais on a quelque chose d'assez aussi un peu acide, un peu légèrement acidulé évidemment, et puis fruité suivant les aromates qu'on peut avoir, mais on est quand même dans une légère acidité. Cette production expérimentale, donc elle est vraiment de très très petites quantités. Donc les brassins qu'on fait, on est souvent aux alentours des 20-25 litres, voilà. Donc elle est vraiment destinée à nos actions de médiation, à nos besoins
en animation. Donc, elle est aussi faite en fonction de la saison touristique, de voir un petit peu comment ça va aller. Donc, on brasse aussi finalement comme à l'époque, en fonction des besoins, et on ne conserve pas des stocks de manière très importante. Cette bière est différente de la bière que vous avez là, que j'ai apportée aussi, donc qui s'appelle la Malagne. Donc ça, c'est une bière qui est produite par un brasseur local pour nous, donc qui a notre nom. Mais là, on est dans une bière tout à fait actuelle, dans une production commerciale. Voilà, il y a juste le miel qui fait un petit clin d'œil à l'Antiquité, mais c'est pas du tout la même chose. Je sais pas du tout où j'en suis au niveau du timing. J'aurais dû te le dire. Non, non, pas de souci. J'arrive au bout. Donc évidemment, je voulais expliquer notre propos. Il est, il se veut quand même un petit peu scientifique, mais il est surtout lié à nos actions de médiation. Donc tout ce que je viens de vous raconter, en fait, c'est l'objet d'ateliers qui sont présentés au public lors d'événements, alors soit sur le site, mais aussi en dehors. Donc c'est un atelier qui est particulièrement demandé parce que voilà, forcément, c'est un sujet qui plaît beaucoup actuellement. Donc, on peut présenter nos travaux aussi à de multiples occasions et on fait déguster à ce moment. On a aussi eu l'opportunité de faire une exposition temporaire récemment. Donc, on s'est associé à différentes institutions muséales belges et françaises pour faire une exposition qui s'appelle l'âge de la bière. Donc là, on a pu retracer vraiment les premières étapes de fabrication de la bière. Alors, on est remonté vraiment aux dernières recherches, dernières découvertes récentes. Donc, on parlait d'Israël notamment hier. Et alors, on fait un portrait un petit peu de la bière à travers les âges jusqu'au phénomène actuel des microbrasseries. Donc, c'est une expo qui a été présentée à Malagne en 2021 et 2022 et qui est actuellement visible aussi à Villers-la-Ville. Donc, c'est un site qui présente les vestiges d'une abbaye cistercienne magnifique. Donc, voilà, on a travaillé en partenariat. Il y a aussi quelques petites publications, alors très modestes. Donc, on parle de notre fabrication dans des petites publications, surtout de vulgarisation. Et alors ici, récemment, on a fait une petite brochure que j'ai apportée avec moi, que vous pourrez découvrir, qui présente vraiment tout ce que je viens de vous dire, donc vraiment notre travail depuis les tout débuts. Voilà, donc c'est plutôt de la vulgarisation, mais c'est une petite synthèse de ce que je vous ai présenté. Je conclus en faisant un peu un bilan, parce que je me suis rendu compte en préparant cette communication que finalement, 20 ans, ça fait un bail. Donc, on peut, je pense, avoir un regard critique sur le passé et voir un petit peu ce qu'il en est par rapport à notre pratique. Donc, il y a des points, je pense, extrêmement positifs. On est quand même parti de rien du tout. On n'avait pas de matériel, on n'avait pas de recettes. Voilà, on a démarré il y a 20 ans. C'était aussi la bière, un sujet qui n'était pas du tout dans les mêmes configurations actuelles. Donc, on n'en parlait pas beaucoup, pas du tout non plus dans les milieux scientifiques. Donc, je pense qu'on a eu un peu peut-être un éclair de vision, voilà, de l'avenir et de se dire que voilà, la bière avait toute sa place. Et puis là, aujourd'hui, quand on voit ce qu'on a dit aussi tout à l'heure, le phénomène des microbrasseries, donc le retour à une brasserie un peu plus artisanale, ben voilà, évidemment, on se reconnaît évidemment beaucoup dans tout ça. Maintenant, de manière peut-être un peu plus critique, cette boisson, il faut la prendre évidemment pour ce qu'elle est. C'est toujours un peu compliqué de proposer quelque chose qui s'apparente à ce qu'on pouvait trouver dans une période aussi reculée et dont les sources sont aussi compliquées. On a aussi des freins par la nature de notre association. Donc, on est limité au niveau des moyens humains, ou des moyens techniques, des moyens financiers. Les personnes qui font la bière sont des amateurs. On n'a pas de brasseurs sur place. On ne sont même pas des historiens, des archéologues, donc ils n'ont pas non plus cette vision de la recherche scientifique. Donc il faut composer avec tout ça. Alors ils ont des compétences incroyables évidemment, mais parfois ils sont peut-être aussi un peu réfractaires au changement. Donc c'est compliqué de pouvoir faire évoluer cette bière expérimentale. Et puis je pense aussi qu'on est un peu isolé dans notre petite campagne là et parfois je pense qu'on perd un peu le lien avec la recherche scientifique et les dernières recherches qu'on pourrait faire et qui pourraient avoir évidemment une incidence si on trouve dans des résidus de bière de l'époque quelque chose, voilà. Donc il faut qu'on essaie toujours de garder ce lien avec
la recherche scientifique. Et c'est pour ça que je suis ravie d'être là aujourd'hui, parce que finalement, je fais un peu ce lien entre ce qu'on peut faire sur le site et vous qui êtes à la pointe du savoir en la matière. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Alors moi, j'ai d'abord envie de dire quelque chose. C'est nos amis belges arrivent à prendre le temps. Vous avez vu la diction de Florence, elle était formidable pour tous ceux qui sont là, mais elle est restée dans le temps imparti. Écoute, bravo, 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 Florence. Football. Donc, et ce que tu as dit en finale est très important parce que là, on a tout un travail original, mais sans un brasseur. Oui. C'est quand même extraordinaire hein, d'arriver à ce que vous avez fait. Et puis, ce lien que tu cherchais peut-être, bah, il est établi grâce à ce colloque. Oui, voilà. Donc ça, c'est quand même, moi, je trouve ça extraordinaire. Alors, il y a certainement des questions dans la salle. Allez, à toi. Tu restes là-bas on va lui demander le micro. La limite, faut que je prenne le micro. Tu veux que je te donne le micro? Oui. Allez, on a envie de te voir ici. Non, c'est fantastique ouais, de faire des expériences. J'avais juste une remarque, enfin deux petites remarques. Je suis un petit peu réservé sur la constitution de la touraille. Un gros massif comme ça de maçonnerie juste pour tourailler, ça me semble un peu très important. Et comme il n'y a pas de circulation d'air chaud direct, mais uniquement par chauffage dans le gros massif de je suis un peu réservé par rapport à une surface, par exemple, de vannerie ou qui laisse circuler l'air par air chaud, tout simplement, pour chauffer le grain. Ça me semble plus efficace. Mais bon, c'est plus comme ça une remarque. De toute façon, il y avait certainement beaucoup de variantes techniques hein, et de méthodes. Ça a été vu avec Guillaume Mutorel, c'est ça? Oui, en fait, j'étais un peu décontenancée. Séchoir. En fait, je savais pas exactement ce qu'on allait pouvoir placer. Est-ce qu'on mettait des carottes céramiques, percées, pas percées, par rapport à ce qu'on a pu, enfin, ce qui existe ailleurs, ou par la suite. C'est ça, c'est par la suite. Donc voilà, je l'ai contacté justement pour ça, pour me dire, voilà. Et bon, il était aussi un petit peu, voilà, dubitatif et il m'a pas dit clairement que c'était impossible. Mais voilà, c'était un peu compliqué Voilà, de faut imaginer savoir. comme toujours que ces installations techniques étaient multifonctionnelles et qu'il y avait derrière peut-être bien d'autres usages. Je sais pas, effectivement sécher des grains, sécher autre chose. Et ma deuxième remarque, alors celle-ci, je pense qu'elle est peut-être beaucoup plus fondée, c'est vous avez introduit une étape d'ébullition après l'ajout du baume, juste avant. Et je pense que ça, c'est une histoire régressive. C'est-à-dire que depuis Pasteur, on dit, voilà, il faut faire bouillir. Mais je crois qu'à l'époque, il faisait de l'infusion, il mettait des plantes, la filtration, bien entendu, mais l'ébullition, c'est une préoccupation moderne de la microbiologie, de la bactériologie. À l'époque gallo-romaine, il n'y avait certainement pas cette étape d'ébullition, d'abord parce qu'elle était coûteuse, il fallait refaire des récipients. Enfin bref, je pense que ça, faut oublier. Ah ben on va tester sans ça. Super. Voilà. Sinon, ouais, merveilleux pour moi. Et la bière, vous avez, parce que j'ai bien compris, la Malagne, on a vu là, c'est pas la même chose. C'est pas le circuit brassicole classique. Celle que vous avez produite, vous l'avez analysée, elle a été on l'a déjà soumis à des dégustants, je veux dire, aguerris, des éthologues qui sont déjà venus la goûter. Maintenant, je pense qu'au niveau chimique, on n'est pas allé jusqu'à l'analyse. Ça, c'est
intéressant de voir, par exemple, comme au niveau de la microbiologie, comment elle va fermenter, l'acidité, etc., etc. Et bien qu'elle soit pas pétillante, quand vous l'avez utilisée, les faire l'ont vu. Oui, bien sûr. Ah oui, oui, oui. Alors, Vous allez passer par un tonneau quand même. Enfin, vous avez une fermentation dans un tonneau. oui. Au tout début, j'avoue que mes collègues m'ont déjà raconté que c'était imbuvable, hein. C'était vraiment, oui, ben, parce que, je sais pas, le processus n'était pas maîtrisé. Voilà, donc il y a eu beaucoup d'essais-erreurs, et puis on est arrivé quand même à quelque chose Mhm. qu'on peut déguster et qui est, voilà, peut-être Mhm. pas au goût de tout le monde, mais qui est correct en dégustation, quoi. Donc je sais qu'il y a eu, Mais c'était imbuvable parce que, par exemple, c'était trop acide. je pense, oui. Oui, mais ça, ce sont des critères modernes. Ouais. Encore, toujours. Ah ben oui, évidemment, mais là, on est toujours tronqué parce Ouais, que, mais ça ne veut pas dire que ça rejette le processus, et parce qu'à l'époque, ils avaient certainement alors là, un goût pour l'acidité beaucoup plus prononcé. c'est vraiment compliqué pour nous parce que comme on a ce volet dégustation, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Est-ce qu'on veut se rapprocher le plus possible de l'historique et quitte à déplaire, ou bien est-ce que on fait quand même quelque chose qui est un peu entre les deux? Ben là, le curseur, il est super compliqué, Ah ouais. quoi. Non, mais Christian nous ouvre des perspectives Ah, de oui, oui, oui. formation extraordinaires. Parce que là, maintenant, moi, ce que je vais proposer, c'est une formation au goût romain. Ouais. On va effectivement déterminer comment en l'occurrence. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, bien sûr. Et je vais chercher le micro, vous préférez? Qui veut le micro? Non. Vas-y alors. J'aimerais, voilà, on a posé une présentation vraiment très bien. Merci beaucoup, Laurence. J'avais une question concernant, évidemment, parce que c'est encore ce que vous m'avez dit. C'est le concassage. Est-ce que vous avez mesuré? Alors, la meule n'est pas tout à fait Non, de facture romaine, mais bon, voilà, on fait l'impasse là-dessus. Au niveau du concassage, quelle granulométrie de farine, vous êtes arrêté à quelle granulométrie de farine? Est-ce que vous avez une idée? on va pas te dire, c'est vraiment expérience. Voilà, on n'a pas de mesure précise. Alors, je ne sais pas, ce serait peut-être intéressant de voir un petit peu à quelle granulométrie de Ouais. concassage on s'arrête. Est-ce qu'on ouvre simplement, je pense que Tara va aussi réagir, est-ce qu'on ouvre simplement le grain ou véritablement le concassé? Parce que j'ai fait des expérimentations de mouture, j'ai monté un protocole donc avec le musée de Strasbourg, un protocole de mouture où j'ai fait sécher le grain dans étuve, justement. Donc, j'ai pris une humidité à 12% et une humidité à 6%. Et effectivement, en restant sur l'humidité à 12%, laquelle est 12,7 exactement, eh bien, on obtient à la premier passage, avec le moulin de facture romaine, on obtient une granulométrie à 80% au-delà de 500 microns. Donc, une farine, ce qu'on appelle une mouture grossière. Donc, c'est pour ça que je voulais te poser cette question. Tandis que si on sèche le grain, et là on l'a séché en étuve, en étuve de laboratoire, donc on l'a séché pour obtenir une humidité à 6%, eh bien à 6% on obtient très peu en fait de granulométrie au-delà de 500 microns. En fait, hein. C'est assez étonnant, mais bon, voilà. Donc, je voulais te demander justement quelle était cette taille. Mais bon, a priori. J'ai pas de données scientifiques là-dessus. Parce que moi, je sais qu'effectivement, même en milieu amateur, ça, c'est à l'œil. Voilà. Moi, ce que j'ai vu, c'est à l'œil. Alors, effectivement, toi, tu expliquais que pour profiter des drèches, pour utiliser les drèches pour la filtration, ça, en gros, tu gardais le fond pour effectivement remettre peut-être aussi de l'eau pour extraire un truc. Ça, c'est ce que j'ai vu aussi en amateur ou même en amateur vraiment très bon. Donc, ça, c'est une possibilité. Et effectivement, en industriel ou plus élevé, là, on va vraiment, c'est de la vraie farine. Parce qu'on a effectivement, quoi, les deux systèmes où on a les RRV, toi, tu sais peut-être, c'est ces grands, je sais pas comment ça s'appelle en industriel, c'est pour vraiment presser le jus à un moment pour extraire toute la substance qui sort à partir de la farine. Ça a un nom, c'est une sorte de
L'accordéon, non? Pour en brasserie industrielle, pour vraiment extraire les derniers sucres. Oui, voilà, tout à fait, merci. Oui. Effectivement, pour répondre à Florence, pour la farine, il faut un filtre vraiment adapté pour extraire vraiment tout le sucre qui reste. Alors qu'effectivement, avec les drèches, ça reste une filtration où il y a encore forcément du sucre. C'est pour ça qu'après, il y a une petite perte. Si tu veux vraiment être le plus optimal, effectivement, la farine, ça reste le moyen le plus sûr pour avoir vraiment Et c'est un filtre à plaque, effectivement. Merci beaucoup pour